Et salut à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo, toujours sur le thème du numérique et de la loi SREN. Je vais vous lire un article de 01net que j'ai trouvé intéressant, qui change un petit peu de point de vue, qui apporte un regard un petit peu nouveau et que j'ai trouvé intéressant. Allez, je vais vous lire ça et le commenter un petit peu. Pourquoi les députés ont-ils proposé de supprimer les VPN ou de lever l'anonymat à l'occasion du projet de loi SREN? Outre les méconnaissances techniques et juridiques déplorées par des spécialistes, ces deux idées seraient un savant mix de plusieurs éléments. L'absence d'audition d'experts, une culture du compromis inexistante, la volonté de se faire un nom, le tout mettant en danger nos libertés fondamentales. C'était le concours Lépine de l'idée la plus clivante. Ces dernières semaines, les propositions destinées à mettre fin au Far West du numérique se sont multipliées à l'occasion du projet de loi SREN, visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique, en discussion à l'Assemblée nationale. Face à plusieurs cas tragiques de suicide d'adolescents victimes de cyberharcèlement, certains députés ont proposé dans des amendements au projet de loi des mesures chocs comme lever l'anonymat qui régnait sur le web ou supprimer les VPN. Ces mesures, irréalisables techniquement ou dangereuses du point de vue de nos droits fondamentaux, ont suscité la levée de boucliers de défenseurs des libertés fondamentales. Des informaticiens ont pris soin de déconstruire une à une ces propositions, déplorant des idées déconnectées des réalités, comme chez nos confrères de France 3. Quand on dit que ce qui est interdit dans le monde physique doit l'être dans le numérique, c'est trop simple, trop lapidaire, pas nuancé, a martelé en commission le député MoDem Philippe Latombe, mardi 19 septembre. Et si la majorité de ces idées a finalement été retirée des amendements du projet de loi, la question demeure, pourquoi les parlementaires sont-ils allés vers le trop simple et techniquement irréalisable, voire peu souhaitable? Petit commentaire, au moment où je tourne cette vidéo, les discussions ne sont pas complètement terminées, le texte n'est pas complètement voté, il a déjà été beaucoup modifié et certains amendements soit ont été vidés de leur substance, soit ont été retirés. On verra dans quelques temps, du coup, le véritable texte, ce qui sera réellement voté. Bien évidemment, je vous tiendrai au courant. Le monde de l'Internet libre contre le monde de l'Internet régulé. Premier constat, ce n'est pas la première fois que ce type de mesures, aux objectifs plus que louables, mais décorrélés de la façon dont fonctionne le web, finissent sur la place publique. Oui, il faut tout faire pour mettre fin au cyberharcèlement, et oui, il faut protéger davantage les mineurs. Mais le problème est que les députés sont toujours aussi nuls sur les lois numériques, regrette ce blogueur anonyme le 19 septembre dernier. Ça aurait pu être moi, mais c'était pas moi. Lors de la loi Avia en 2020 ou de la loi Adopi en 2009, des débats similaires ont eu lieu. À chaque fois que vous avez une nouvelle loi sur Internet, il y a deux mondes qui s'affrontent. Le monde d'un Internet libre et celui d'un Internet régulé, commente Éric Barbry, avocat associé au cabinet Racine. Entre les deux, il y a ceux qui essayent des voies pour réguler le tout dans des conditions satisfaisantes. Mais vous ne pouvez pas empêcher une frange de la classe politique de vouloir aller le plus loin possible et donc amener vers l'interdiction de l'anonymat en ligne, ajoute l'avocat spécialisé en droit numérique. Et moi j'ajoute que l'anonymat en ligne, c'est une utopie. C'est un rêve en fait, personne n'est réellement anonyme. S'il y a une enquête sur vous, les données concernant votre identité seront données par les plateformes, par les fournisseurs d'accès, etc. Lors d'une véritable enquête, dans beaucoup de cas, la justice trouve qui est derrière l'écran. Le rapporteur du projet de loi et député Renaissance Paul Midi, on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, a ainsi défendu l'idée d'associer un compte d'un réseau social à une identité numérique, prônant la fin de l'anonymat au profit du pseudonymat. Le système fonctionnerait sur le même principe qu'une plaque d'immatriculation. Pourtant, l'anonymat n'existe pas sur le web. Les enquêteurs parviennent toujours à retrouver les auteurs de cyberharcèlement ou de menaces de mort, même si cela prend souvent bien trop de temps. Alors le fait que ça prenne du temps, c'est pas lié au fait que ce soit réellement compliqué, c'est lié au fait que notre justice est exsangue, qu'elle n'a pas suffisamment de personnel, vu que depuis des décennies, nos gouvernements successifs ont tout fait pour détruire notre service public. Donc il y a un moment donné où, à force de supprimer des postes et de réduire la quantité de personnes qui y travaillent, forcément le système rompt, c'est obligé.
Et on est actuellement dans ce cas-là, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Le député Renaissance Mounir Belhamiti a, de son côté, défendu l'idée de supprimer les VPN alors qu'ils sont très utilisés par les policiers, par les journalistes, les ingénieurs en cybersécurité ou les entreprises. Dans certains pays, les VPN sont un moyen de contourner la censure sur le web. Face au tollé, ce parlementaire a finalement rétropédalé. D'autres mesures, contenues dans le projet de loi, comme le bannissement des cyberharceleurs des réseaux sociaux, se heurtent aussi à la faisabilité technique, car cela reviendrait à obliger les plateformes à surveiller activement le fait que tel internaute ne se recrée pas de compte, mais alors, pourquoi avoir émis de telles idées? On se croit expert du numérique parce qu'on a un compte TikTok. La majorité des gens, nos politiciens sont dans ces cas-là, se croient plus ou moins experts de l'usage des outils numériques parce qu'ils s'en servent ou parce qu'ils ont un compte TikTok, souligne Benjamin Bayard, militant pour les droits numériques et cofondateur de la Quadrature du Net. Je vous en ai parlé beaucoup de la Quadrature du Net. Allez lire leurs articles, qui sont super intéressants. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont compris comment ça marche, ni ses effets sur la société. Quand on change les outils avec lesquels les humains communiquent, on change la façon dont la société se fabrique, ajoute-t-il. Sans parler du fait qu'en plus techniquement, ils ne comprennent rien à la manière dont fonctionnent les ordinateurs. C'est ce qui fait qu'ils se disent « on va interdire les VPN » sans avoir la moindre idée de ce à quoi ça touche. La plupart des experts de ces questions, avec qui je me suis entretenu, m'ont toujours dit qu'ils n'avaient pas été auditionnés par les députés, ou qu'ils n'avaient jamais fait partie des débats. Donc je me demande, en fait, sur qui on s'est appuyé pour émettre ce genre de proposition, s'interroge Tariq Krim, ancien coprésident du Conseil du numérique, entrepreneur et initiateur du mouvement Slow Web. Alors, Paul Midi, on a vu sur quoi il s'est appuyé, notamment sur Catherine Deneuve. Tout le monde sait que Catherine Deneuve est une experte en sociologie, en numérique et en communication, enfin en technique en fait. Bref. Les députés ne sont pas censés être spécialistes de tout, mais lorsqu'ils doivent prendre des décisions, en particulier dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas, il est généralement attendu qu'ils s'appuient sur des experts du sujet en question. Mais même quand ces auditions ont lieu, le bât blesse. Les parlementaires devraient s'adresser aux chercheurs qui travaillent sur ces sujets depuis des années. Ils devraient éviter tous ceux qui ont des choses à vendre, comme la première start-up qui passe et qui dit « Regardez, j'ai la solution qui va super bien marcher dans le Web 3 ». Je crois qu'elle va permettre d'identifier tout le monde. Tacle Laurent Chemla, informaticien et cofondateur de Gandhi. Même son de cloche pour l'avocat en droit du numérique Alexandre Archambault, qui décrit un législateur qui n'auditionne que les proches ou les gens qui sont d'accord avec lui. Les juristes semblent avoir manqué à l'appel, puisque les députés sont repartis d'une page blanche alors qu'ils étaient censés, avec ce projet de loi, transposer un règlement européen, le DSA. Digital Service Act, ou règlement européen sur les services numériques. Ils auraient dû se cantonner à des dispositions à la marge, comme nommer les autorités nationales de contrôle. Imposer davantage d'obligations aux réseaux sociaux ou aux plateformes web, cela relève désormais, depuis le DSA, soit exclusivement de la Commission européenne, soit du pays d'établissement, le pays dans lequel une entreprise a son siège européen, souvent en Irlande pour les géants du numérique. Donc la France peut dicter des choses à copain d'avant et Doctissimo, mais c'est tout. On pourra ajouter Dorcel et Jackie et Michel aussi pour le porno. Résume Maître Alexandre Archambault. Ces deux plateformes ont leur siège social en France. Cela ne veut pas dire que le DSA soit graffé dans le marbre. La Commission européenne dit simplement « Si on veut améliorer la protection des mineurs ou mieux lutter contre les contenus haineux ou la désinformation, mettons-nous autour d'une table et voyons comment améliorer les choses. Mais au niveau européen. » Mais si chaque pays le fait en ordre dispersé, chacun dans son coin, comme le fait la France, c'est intenable, ajoute-t-il. C'est le sens des observations très sévères de la Commission européenne du 2 août dernier qui vise directement le projet de loi SRN. Les auteurs de ces observations, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, dit en substance « Vous ne pouvez pas contraindre les entreprises du web à davantage d'obligations que ce que le droit européen prévoit. Ce n'est ni fait ni à faire, ça participe à la fragmentation du droit de l'Union, on s'y opposera. Et là, vous avez nos parlementaires qui n'en tiennent pas compte et qui sont dans une fuite en avant. La seule façon qu'ils ont d'exister, c'est de faire le pitre. » Mais alors pourquoi avoir prôné ces mesures de suppression des VPN ou d'anonymat? Chez la majorité des experts que nous avons interrogés, la même explication est donnée. Les parlementaires se livrent à un concours Lépine des mesures les plus clivantes, parce que ce serait, pour eux, une façon de se faire un nom, regrette Maître Archambault. La seule manière qu'ils ont d'exister,
c'est de faire le pitre. En France, le pouvoir législatif est extrêmement faible, on l'a vu avec la réforme des retraites. Donc les députés font n'importe quoi pour exister, abonde Benjamin Bayard. D'autant que l'Assemblée nationale, on ne cherche pas à trouver des compromis comme c'est le cas au Parlement européen, où pour qu'un texte passe, il faut qu'on trouve un consensus entre plusieurs groupes. Ce qui veut dire que toutes les solutions, un peu trop aberrantes, vont être écartées, ce qui n'est pas le cas en France. Résultat, le rapporteur de la loi, Paul Midi, était peu connu jusqu'alors. Mais avec sa sortie médiatique sur la levée d'anonymat, il est passé dans tous les médias. Et cela a eu une conséquence. L'idée d'avoir à s'identifier avec une pièce d'identité pour utiliser des réseaux sociaux, comme celle de supprimer les VPN, ont été largement partagées. Et elle pourrait finir par infuser dans la société, s'alarme Laurent Chemla. Pour le militant des libertés numériques, on essaie de pousser des idées qu'on sait irréalisables pour amener petit à petit dans l'esprit du public l'idée qu'il faut effectivement réguler la parole publique, réguler les réseaux sociaux, empêcher les gens d'avoir une liberté d'expression totale. À force de répéter depuis plus de 27 ans qu'Internet est une zone de non-droit, on arrive à faire passer dans l'esprit du public que oui, c'est vrai, il y a un problème avec Internet, que ce n'est pas normal que n'importe qui puisse dire n'importe quoi. Donc il y a cette volonté de faire évoluer l'opinion publique, vers plus de contrôle de la parole des citoyens. Et pour ça, on va proposer des choses qu'on sait irréalistes, qui petit à petit amènent à ce type de proposition. Je fais une parenthèse, c'est la même chose avec les libertés personnelles et individuelles qu'on a dans le pays, et qui font peau de chagrin depuis environ 25 ans. Toutes les lois liberticides qui ont été passées, tous les contrôles, toute la régulation, etc. qu'on a eu depuis des années et des années, on le voit par exemple avec l'accès au smartphone de la police, je pense à ça, les croisements des bases de données, etc. Toutes ces lois-là, progressivement, elles sont rentrées dans la tête de la population et très peu de gens, finalement, s'insurgent contre. Les derniers votes qu'il y a eu à l'Assemblée nationale des lois, il n'y a pas grand monde qui se sont levés contre. Par contre, elles ont un impact qui va être assez important et qui est déjà important sur nos propres vies. Car, avec la technologie, il y a désormais une possibilité de traçage qui n'existait pas jusqu'alors, reconnaît Pierre Bessac, porte-parole du Parti Pirate et cofondateur de Gandhi. Lorsqu'on établit une connexion réseau ou mobile, il faut savoir où est l'utilisateur. Il est donc tentant pour la police, qui connaît ce fonctionnement technique, d'exploiter cette technologie pour lutter contre le crime et la délinquance. Mais ce n'est pas parce que cette possibilité existe qu'il faut l'utiliser. Car si on y réfléchit, cela reviendrait à vouloir rendre impossible tout ce qui pourrait être illégal sur Internet, abonde Laurent Chemla. Or, dans la vie réelle, ça n'est pas impossible de commettre des délits ou des crimes. C'est puni a posteriori, mais ce n'est pas rendu impossible a priori. Sinon, on aurait une caméra derrière la tête de tous les citoyens en permanence. Souligne l'informaticien. Sur Internet, on a l'impression que toutes ces mesures, contrôle d'identité des Internets, suppression des VPN, ont un objectif, rendre tous les crimes, tous les délits, toutes les dérives impossibles a priori, et ça, c'est délirant, on ne peut pas faire ça, estime-t-il. Et je suis d'accord avec lui. C'est Minority Report, en fait, c'est le thème du film. On se dit, puisqu'on peut surveiller tout le monde, on surveille tout le monde. Et si beaucoup comprennent l'argumentaire des policiers qui disent « Si on ne nous laisse pas surveiller la population et accéder à toutes les données numériques auxquelles on peut accéder en surveillant les gens, ça rend les enquêtes plus compliquées. » Il faut rappeler que dans la vie réelle aussi, les enquêtes sont compliquées, insiste Laurent Chemla. J'avais regardé les chiffres sur les vols de bagnoles, il y a 6% de résolution et 94% des vols qui restent impunis. Et pourtant, on ne cherche pas à empêcher complètement les vols de bagnoles en mettant des caméras dans tous les garages. Mais évidemment, vu que c'est numérique, on se dit, puisqu'on peut surveiller tout le monde, on surveille tout le monde. On serait passé de « tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire » à « tout le monde est coupable jusqu'à preuve du contraire », regrette Benjamin Bayard, au sujet par exemple de l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Oh, il ne faut pas que les mineurs accèdent à du porno, la seule réponse qu'on a c'est « il va falloir que la totalité des adultes prouve qu'ils sont des adultes à chaque fois qu'ils font un clic ». C'est ce que je dis depuis très longtemps maintenant, pour moi, l'américanisation de notre société, progressivement, à travers les séries, à travers cet échange culturel qu'on a beaucoup avec les États-Unis, ce lien, et on arrive progressivement à s'américaniser. On a une grosse poussée du puritanisme, on a une grosse poussée de certains mouvements idéologiques qu'on n'avait pas vraiment en France, et cette vision de la justice aussi, où en France on est innocent jusqu'à preuve du contraire, aux États-Unis c'est l'inverse. Par défaut, vous êtes suspect.
Comme nous vous l'expliquions en mars dernier, une autre proposition de loi instaurant une majorité numérique et visant à lutter contre la haine en ligne, promulguée en juillet dernier, évoque pour les sites pornographiques la mise en place, pour s'assurer de la majorité d'un utilisateur, d'une solution technique, qui n'existe pas encore. Il s'agirait de passer par un tiers de confiance qui délivrerait un jeton et qui confirmerait la majorité de l'utilisateur au site en question, vraisemblablement à chaque connexion. Problème, cela fait des mois que cette solution serait expérimentée sans qu'aucun retour ne fuite. Seule nouvelle récente dans cette expérimentation, Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé du numérique, a concédé à demi-mot que cela ne fonctionnerait pas pour l'instant à 100%. Je ne dis pas que ça marche à plein tube, déclarait-il le 20 septembre dernier, chez nos confrères de Tech & Co. Pour beaucoup, la solution évoquée dans la loi et expérimentée connaîtra la même trajectoire que celle observée au Royaume-Uni et en Australie, notamment. Ces deux pays avaient aussi voulu mettre en place un contrôle d'âge similaire avant d'y renoncer, faute d'avoir trouvé une solution qui fonctionne. Or, avec un tel système, il y a cette idée qui s'instille dans la tête des gens que c'est à vous de prouver que vous êtes innocent parce que, par défaut, vous êtes suspect. Et il vous faut le prouver en permanence, pas le prouver une et une seule fois, mais le prouver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors comment faire pour éviter ce changement de paradigme et voir à nouveau ces cas de propositions trop rapides et parfois dangereuses finir dans le débat public? Comment préserver nos libertés tout en luttant contre le cyberharcèlement et en protégeant mieux les mineurs? Pourquoi il y a 120 magistrats dédiés aux problématiques numériques à Berlin alors qu'à Paris ils ne sont que 6? Côté Parlement, il faudrait redonner du pouvoir aux députés, avance Benjamin Bayard, et que ces derniers fassent davantage de contrôle de l'action publique, comme d'autres pays le font, estime Maître Archambault. Plutôt que de passer par de nouvelles lois, on fait des commissions d'enquête en demandant par exemple pourquoi il y a 120 magistrats dédiés aux problématiques numériques à Berlin, alors qu'à Paris ils ne sont que 6. Pourquoi il faut 3 ans, soit une éternité, pour que les harceleurs de Mila ou de Hoshi soient condamnés, alors qu'elles ont la chance d'être entourées de bons conseils. Que les politiques écoutent davantage les experts, que les médias couvrent plus les cas de condamnation de harceleurs, qu'il y ait bien plus de moyens alloués à la justice, à la prévention du cyberharcèlement font partie des pistes d'amélioration citées. Mettre en place de grandes campagnes nationales, comme on l'a fait avec l'alcool dans les années 80, où on est passé de la répression à la prévention, et est également mentionné. Et oui, la prévention fonctionne. Il faudrait aussi pouvoir lever plus facilement l'anonymat en cas de harcèlement en ligne ou des propos injurieux ou diffamatoires, explique Maître Barbry. Il s'agit d'un point de procédure qui a son importance. Pour la suppression des contenus, on a de plus en plus recours aux moyens proposés par les plateformes en ligne, mais c'est très aléatoire et nettement insuffisant. Et avoir la possibilité d'identifier les personnes est devenu très compliqué. Or, le seul moyen de repérer un préjudice, c'est d'avoir quelqu'un en face de vous qui réponde de ses actes. La raison, un changement des règles impose désormais, quand on cherche à savoir qui est derrière un compte de cyberharceleur, de passer par une procédure accélérée, au fond, et non plus en référé. La procédure est plus juste du point de vue procédural, mais bien plus longue et complexe pour les victimes. Pour Pierre Bessac, il faut désormais accepter que le monde d'aujourd'hui avec les réseaux n'est pas celui d'autrefois. Il faut essayer de trouver des solutions adaptées en évitant de céder à la tentation d'utiliser la technologie pour réduire nos libertés, souligne l'informaticien à la tête d'Eriomen. Notre vie de tous les jours étant de plus en plus appuyée sur ces réseaux, nos droits fondamentaux vont en dépendre de plus en plus. Il est donc essentiel de les défendre bec et ongles et de tout faire pour ne pas se tirer une balle dans le pied sur la société que l'on veut construire. Un article fort intéressant, j'ai trouvé, qui tombe pas dans la caricature, qui pointe pour moi le point qui est le plus central par rapport à nos députés, c'est leur manie de vouloir systématiquement inscrire leur nom dans l'histoire, quitte à raconter n'importe quoi. En politique, comme en tant qu'influenceur, on pourra dire que le fait de se mettre en public, l'idée c'est quand même qu'on soit écouté, qu'on soit regardé. Maintenant, je ne suis pas convaincu, notamment dans le cas des députés, que de faire du bad buzz, ce soit une bonne idée. Qu'un vidéaste, un influenceur, peu importe, joue à ça, il s'agit de sa petite entreprise et de sa petite personne. Maintenant qu'un député le fasse, il est censé être un représentant du peuple. Il a le pouvoir d'intervenir sur la loi, de changer les lois, il a le pouvoir de changer les vies. Donc, je pense qu'il est tenu, de par sa position, de par l'éthique de sa position, et qu'il devrait l'être en tout cas légalement, mais ils voteront pas ces lois-là, bien sûr, mais qu'il est tenu d'avoir une posture qui est une posture
pour moi, qui devraient être raisonnables, raisonnés, et puisqu'ils se disent représentants du peuple, faire effectivement leur travail de représentants, c'est-à-dire d'essayer de regrouper la voix et la parole du peuple et de la porter à l'Assemblée nationale, et non pas d'essayer d'imposer leurs idéologies simplement sous prétexte qu'ils ont été élus. L'élection n'est pas un chèque en blanc. On ne leur donne pas le droit de tout faire. Leur pouvoir, c'est nous qui leur donnons, toujours. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le leur retirer quand ils font n'importe quoi. Je pense que les députés, tous les politiques en fait, devraient être révocables, y compris le président de la République. Après, on place des seuils. Ça éviterait ce genre de débat complètement stérile. Et le problème, c'est à faire passer des lois qui sont comme ça, à la fois irréalistes, inefficaces, inapplicables. C'est qu'une fois qu'elles seront votées, elles n'apporteront pas de solution. Ce qui fait qu'il faudra encore un certain délai, le temps que des années passent pour que le gouvernement change, qu'on se ressaisisse à nouveau d'un problème qui n'a pas été réglé, simplement parce que certaines personnes se sont entêtées dans des idéologies qui sont complètement absurdes. Voilà, c'est mon point de vue, je le porte depuis très longtemps, je n'en changerai pas, du moins pas tant que nos politiques n'auront pas changé de façon de faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour un autre sujet.